Fidèle à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Le résultat partiel et les lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 sont connus, du moins pour la ville-province Kinshasa. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique avance un taux de réussite de 78%. Willy Bakonga loue les efforts fournis par le gouvernement pour la tenue de ce test national. Au total, 154 000 finalistes à Kinshasa, puisqu'on va commencer par Kinshasa et aller dans les provinces, proclamer, n'est-ce pas, les provinces. Et sur un total de 154 000 participants, nous avons 78% n'est-ce pas, de réussite. C'est un pari gagné pour le gouvernement, un pari gagné pour le Premier ministre qui a mis toute son intelligence, n'est-ce pas, à faire réussir, n'est-ce pas, cette épreuve, à faire réussir, n'est-ce pas, cette situation dans un contexte difficile, dans un contexte où l'économie est complètement désarticulée par la Covid-19. Donc pour nous, c'est une mission accomplie puisque on ne nous donnait même pas la chance, on n'y croyait même pas, mais nous y avons cru jusqu'au bout. Nous avons cru qu'il y aura examen d'État, il y aura TENAFET, on ne cessait de le dire, et même les enfants ont relayé ça. Donc ils ont reconnu le travail que nous avons fait, et c'est ici l'occasion aussi de féliciter, de remercier le président de la République, chef de l'État, pour l'impulsion qu'il donne et qui nous a permis d'arriver à ce jour. On va parler économie pour vous dire que l'une des missions confiées au ministère de l'économie nationale, c'est celle de réguler le secteur et bien de veiller sur le contrôle des prix sur le marché. C'est dans ce cadre que la ministre de l'économie nationale, Acacia Badoubola, a pris une mesure conservatoire à l'endroit d'un port privé, Kuntwala à Boma au Congo central. Médard Mbouyal pour plus de précision. Le pétrolier figure dans la catégorie de ce que l'on appelle le secteur stratégique. Au ministère de l'économie, tous les mécanismes sont mis en place pour veiller au grain sur la régulation. Cette activité principale couvre à la fois le contrôle des prix de tous les produits sur le marché et des produits stratégiques. En inscrivant sa stratégie dans le concept majeur, le peuple d'abord, la ministre de l'économie, Acacia Badoubola, entend protéger les consommateurs et accorder la chance aux entreprises de prospérer. Nous avons établi une invitation à Kuntwala pour que Kuntwala vienne. Kuntwala s'identifie, c'est ça le mot que j'ai utilisé, pour que nous sachions la nature de ces activités économiques. Évidemment, puisqu'il s'est maintenant conformé à peine, il y a, je vais dire à peine quelques jours, avec le ministère des Hydrocarbures, il doit venir maintenant s'identifier, parce que moi je ne le connais pas. Dans la structure des prix des produits pétroliers, Kuntwala n'existe pas. Et les logisticiens, avec la mutualisation des volumes, moi je ne capte pas son volume. Moi je ne suis pas prêt à faire payer aux Congolais 5 000 francs le litre, c'est-à-dire 20 millions de Congolais. Quand je prends à Kinshasa, la zone ouest, nous sommes à 12 millions, 15 millions. Quand je prends les Congo central, je prends les Kwilu, je prends les Kwango, c'est-à-dire plus de 20 millions de Congolais ne doivent pas payer les carburants à 5 000 francs parce qu'il y a une société qui vient perturber un réseau. Il doit se conformer à la réglementation, il doit venir au ministère de l'économie et se conformer à la loi pour que nous puissions l'identifier et que nous puissions chuter et que ce dossier soit porté au niveau du gouvernement. Les opérateurs économiques doivent se conformer à la loi. Lorsque vous investissez dans un pays, vous devez tout simplement vous conformer. On ne peut pas être hors la loi et s'enorgueillir. Nous devons plutôt rester dans le respect strict de la loi. La mesure conservatoire prise par la ministre de l'économie à l'endroit du port privé Kuntwala vise à réguler le secteur et encadrer la réforme autour de la mutualisation des volumes. Le ministre de la Communication et Médias tient à la paix et l'unité au sein de l'Union nationale de la presse du Congo. Jolino Diwampove Makelele a réuni le week-end dernier toutes les parties en conflit. D'État, ministre de la Communication et Médias, tient à l'unité de la corporation de journalistes congolais avant l'organisation de tout congrès. C'est samedi, le représentant de la corporation, autour de David Jolino Diwampove Makelele, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, journaliste en danger,
UNPC et des icônes, symboles du journalisme en République démocratique du Congo, ont répondu à l'invitation du patron de médias congolais. Sous une ambiance bon enfant, chaque parti convaincu qu'il faut sauver l'enfant UNPC. Après plus de 2 heures de discussion, quelquefois chaudes, toutes les parties se sont mises d'accord sur la proposition du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, de surseoir l'organisation de congrès en attendant que la paix revienne à la maison UNPC. Bon, ce qu'on peut retenir, d'abord saluer l'initiative du ministre d'État en charge de la communication et des médias pour s'être engagé encore une fois, parce qu'il avait déjà fait dans le passé, dans cette crise au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Et aujourd'hui, il a fait une proposition par rapport aux différents congrès convoqués à Mwanda et récemment encore par une autre partie de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a fait une proposition par rapport à la tenue des assises de Mwanda. On en a discuté. Il y a des partis qui ont accepté, d'autres qui ont demandé à réfléchir. Et donc pour les partis qui ont demandé à réfléchir, il nous a proposé, parce qu'il est très conciliant, il nous a proposé de revenir le lundi, ici, au même endroit, à midi, pour entendre l'autre parti qui ne s'est pas encore exprimé. Mais sa position est que les assises de Mwanda vont se tenir, peu importe la date qui sera fixée au regard de ce qui sera dégagé le lundi, mais ça ne sera pas considéré comme un congrès. Et donc le congrès à venir devrait être organisé dans les jours, dans les mois à venir. Mais pour lui, la proposition de sortie des crises qu'il propose et que ces assises s'y tiennent, parce qu'il y a une personnalité de notre pays qui s'est engagée dans cette démarche, mais nous sommes tous d'accord que ce ne sera pas le congrès, mais les assises de Mwanda vont se tenir, ça sera dans un autre format. Hier, dimanche 27 septembre, le monde a célébré 2 journées, celle du tourisme et de la rage. En ce qui concerne la rage, c'était une occasion pour le ministre de la Pêche et Élevage de rappeler l'existence de la rage canine. Cette double journée vise essentiellement la sensibilisation de la population mondiale, respectivement sur la fatalité de cette zoonose qu'est la rage, mais aussi pour l'importance de la profession vétérinaire dans le développement intégral d'une nation. C'est justement dans cette optique de la protection du capital humain que je rends un vibrant hommage mérité à son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. À titre de rappel, je me dois de souligner que la rage est une zoonose dont l'issue est mortelle chez l'homme et l'animal infecté en l'absence d'une prise en charge précoce. Néanmoins, la maladie est évitable par la vaccination. C'est pour cette raison que la communauté scientifique recommande, pour éliminer la rage de la planète Terre, de vacciner au moins 70% des chiens dans le monde. À ce jour, les rapports de l'Office de vaccination contre la rage de Kinshasa sur la situation sanitaire de la rage montrent que la période allant de janvier à juillet 2020, 303 personnes ont été mordues par les chiens infectés de la rage et 2 en sont mortes. Cette année, les thèmes choisis pour la célébration de la Journée mondiale contre la rage 2020 et la Journée mondiale vétérinaire 2020 sont respectivement: finissons avec la rage, collaborons et vaccinons, et protection de l'environnement pour améliorer la santé animale et humaine. Aussi, durant ma présence à la tête de ce ministère, je m'engagerai à renforcer les partenariats publics-privés en promouvant les investissements dans le domaine des infrastructures vétérinaires de base afin de résoudre la problématique des épizooties en général et de la rage en particulier qui se pose avec acuité dans nos milieux ruraux. Je ne saurais terminer mon propos sans avoir lancé ce message à l'endroit de tous les compatriotes détenteurs d'animaux de compagnie, particulièrement les chiens, de les faire vacciner auprès de nos services compétents, car en le faisant, ils évitent un traitement post-exposition
d'une personne mordue. Enfin, pour terminer, je loue particulièrement l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sans laquelle la célébration de ce jour ne pourrait avoir lieu. Que vive la République. Le monde a célébré aussi hier la journée mondiale du tourisme. Cette journée a été placée sous le thème tourisme et développement rural. Dans son message, le ministre du Tourisme a évoqué le défi à relever dans ce secteur. Chers compatriotes, le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs ainsi que les opérateurs socio-économiques sur l'impact du tourisme dans le développement durable à travers le monde. L'édition 2020 de la Journée mondiale du tourisme a pour thème tourisme et développement rural. Il s'agit ici de prendre en compte l'importance du développement rural dans les politiques publiques à travers le monde et ses interactions avec le mouvement de population, le développement des infrastructures, les activités des zones urbaines et rurales. C'est dire que le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création de débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale en dehors des milieux urbains, particulièrement en milieu rural. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la commémoration de la Journée mondiale du tourisme 2020 se déroule dans des conditions particulières suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie à Covid-19. Ainsi, nous en appelons à la conscience de tous dans le cadre de la relance de nos activités dans le respect des mesures et gestes barrières. En effet, il importe de signaler en passant que le secteur du tourisme, qui est parmi les secteurs les plus frappés de plein fouet par les conséquences dues à cette pandémie, cherche à se relancer. À l'instar d'autres pays à travers le monde, la République démocratique du Congo a levé l'option de relancer son secteur touristique. C'est dans cette perspective que le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des infrastructures touristiques comprises et a élaboré un plan d'urgence de relance du secteur touristique post-Covid qui met un accent particulier sur la promotion et le développement du tourisme domestique. De manière concrète, il s'agit d'une part de mettre un accent particulier sur des actions à mener allant dans le sens d'inviter les Congolais à faire de leur pays leur première destination touristique. D'autre part, il faut mettre en exergue l'existence d'énormes potentialités tant touristiques qu'économiques en vue d'en favoriser l'exploitation par des capitaux et investissements privés. Kinshasa a plusieurs sites touristiques à découvrir absolument. Nos reporters ont fait une descente à Lola Bonobo, situé dans la commune de Mongafula. Cette espèce de primate de la famille des hominidés, les bonobos, est un chimpanzé pygmée qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde qu'en République démocratique du Congo. Cet animal, reconnu pour son organisation sociale et sa vie de famille, a une expérience de vie de 40 ans, voire plus, et généralement il mesure 1,2 m. Selon les scientifiques, le bonobo est un animal proche de l'homme avec 99% des gènes communs. Ils possèdent une conscience de soi, maîtrisent l'essence de la compassion et parviennent à différencier le mal et le bien. Les bonobos sont dans une forêt ici, une forêt mais qui est clôturée. Et là où il n'y a pas de clôture électrique, il y a l'eau. Tellement qu'ils n'ont jamais appris à nager, ils restent dans la forêt et les visiteurs viennent, ils le voir en train de jouer, de manger et parfois monter même sur les arbres là où ils fabriquent aussi leur nid. Les femelles, par exemple, ont une gestation d'une durée de 8 à 9 mois et observent un cycle menstruel comme chez les femmes. À 35 ans, les femelles atteignent la ménopause. Les bonobos se trouvent dans les provinces de l'Équateur, des Deux-Kasaï et dans les Bandundu. À Kinshasa, depuis 1994, existe un sanctuaire dénommé Lola Bonobo, un lieu touristique où quelques journalistes de la RTNC, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, ont pu s'apercevoir ces jours de la ressemblance des bonobos avec l'homme. Notre devise est la conservation qui débute par l'éducation. Un jeune Quinois, un jeune Congolais qui comprend que l'animal est 100% congolais, que le manger, le tuer, il risque de disparaître. Et un jeune Quinois qui comprend que manger un bonobo, c'est du cannibalisme. Pour nous, c'est un succès. Le quotidien de ces plantigrades révèle beaucoup de comportements particuliers chez les bonobos. L'acte sexuel est l'unique moyen d'apaiser les tensions et résoudre les conflits éventuels dans leur milieu.
Actuellement, le parc a 74 orphelins. Nous sommes à Kinshasa, à Kimwenza, mais dès qu'on nous signale la présence d'un bonobo dans un port fluvial ou bien dans un marché ici à Kinshasa, et nous sommes toujours accompagnés des inspecteurs du ministère de l'Environnement et au nom de la loi, nous allons saisir cet animal-là car il est protégé par la loi. Et ici à Lola, nous avons notre équipe de la santé. Donc on a 2 médecins vétérinaires et 2 infirmières qui s'occupent de ces soins de ces animaux une fois arrivés au parc. On a toujours des difficultés. Imaginez nourrir tous ces grands nombres de bonobos. Un bonobo adulte a droit à 6 kilos par jour de nourriture. Il faut réunir les fruits, des légumes, des tiges et ça nous demande beaucoup d'argent. Donc on fait appel aux bailleurs, on fait appel aux donateurs, les amis, les bienfaiteurs des animaux, venez nous aider. Ça c'est vraiment la première difficulté que nous avons, nourrir tous ces bonobos. Parfois quand ils tombent malades, ils doivent aussi avoir des soins médicaux. Tout ça, ça nous demande un peu d'argent. Déjà, le centre a réinséré 28 bonobos avec le concours du ministère de l'Environnement et celui de l'ICCN dans leur milieu naturel. En rapport justement de la célébration de la journée du tourisme, eh bien, le directeur général de l'Office national du tourisme donne ici quelques précisions sur le fonctionnement du tourisme en République démocratique du Congo. Ce thème correspond bien et nous devons, pendant toute cette année, sensibiliser les femmes, non seulement les femmes, tout le monde qui travaille dans le rural, pour qu'ils prennent conscience de l'importance du travail qu'ils réalisent. Ils nous nourrissent, ils nourrissent les touristes, et donc ils sont un maillon important de la chaîne du tourisme. Pour attirer les touristes vers la RDC, nous avons adopté comme stratégie, tout d'abord de changer l'image de la RDC, donner le côté positif de la RDC. Le secteur du tourisme demande de gros investissements. Nous nous sommes toujours battus pour que le secteur du tourisme bénéficie d'un fonds. Oui, aujourd'hui nous avons une loi promulguée en 2018 et cette loi remet le fonds de promotion du tourisme dans le secteur du tourisme. Parce que tantôt je parlais de changer l'image, ça demande une communication que je peux qualifier d'agressive pour que les gens voient ce que représente réellement la RDC. Et aujourd'hui le fonds est dans le secteur du tourisme et il contribue à l'amélioration de l'image de marque de la RDC. Est-ce qu'on peut savoir les types de relations que vous entretenez avec les secteurs privés? Vous avez un regard là-dessus ou ils évoluent en électronique? Nous entretenons de bonnes relations avec le secteur privé parce que ce sont nos partenaires. Quand nous faisons la promotion du tourisme, en gros, je peux dire, nous faisons la promotion de leurs activités. Et les relations sont très bonnes et très bientôt, nous allons renouer avec les renforcements des capacités parce que nous devons promouvoir les activités de nos partenaires que nous connaissons bien. Ce que l'Office national du tourisme doit percevoir auprès des opérateurs, ce sont les redevances justement qui constituent le fonds de promotion du tourisme. Rendons-nous à présent à Bukavu où séjourne le questeur du Sénat, Éric Roubouillet, a communié avec sa base, nous dit Doris Mozotambouy. Rendez-vous respecté sur la place de l'Indépendance, rempli comme un œuf, circulation bloquée pendant plus de 5 heures du temps. Un message très attendu, on dirait même historique, que tout Bukavu ne voulait pas rater. Ils sont venus très nombreux écouter Éric Roubouillet, questeur du Sénat, qu'ils appellent eux tous affectueusement Mwenye Nyumba, Mutoto Wetu.
Prenons la parole en premier. Le maire de la ville, Meshak Biloubi, a souhaité bon séjour à Bukavu au questeur du Sénat. Le gouverneur de la province a, lui, après avoir prononcé son mot de bienvenue, remercié la population pour l'accueil chaleureux réservé au questeur du Sénat, Éric Roubouye. Théo Ngouabindje a sollicité le soutien total de la population au questeur du Sénat. Pour le gouverneur, Éric Roubouye est une fierté pour la province du Sud-Kivu et désormais le porte-étendard de la province au sein de l'institution Sénat. Il a en outre demandé à la population de prêter main forte au questeur du Sénat, Éric Roubouye, pour sa vision de l'unité, la paix et le développement du Sud-Kivu. Le moment fort arrivé, prenant la parole, Éric Roubouye, fils du terroir, a d'entrée de jeu dit un grand merci à la population pour l'accueil lui réservé, lui et sa femme, la sénatrice Ange Ziaka, ainsi qu'à toute sa délégation. Éric Roubouye promet de mettre toute son énergie à profit pour le développement du Sud Kivu. Je suis né et grandi ici à Bukavu. Je viens vous demander de m'adopter comme votre fils. Et je vous demande de cultiver la paix pour le bon fonctionnement de notre pays. Plusieurs autres sujets n'ont pas été oubliés, notamment le développement des infrastructures, l'encadrement de jeunes à venir de demain. Un premier face-à-face, Éric Roubouye, population de Bukavu très réussi sur la place de l'indépendance, un mariage désormais scellé pour un seul but, l'émergence du Sud Kivu. Modeste Bahati Lukwebo a signé le week-end dernier son retour sur la scène politique. L'autorité morale de la FDC a été en matinée politique à la Foire internationale de Kinshasa. Je disais donc l'autorité morale de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo, a signé le week-end dernier son retour sur la scène politique. La santé, l'éducation, l'agriculture et la pêche, ainsi que le développement rural, sont ces secteurs qui impactent directement à la vie sociale du Congolais. Paradoxe.